En fouillant dans l'histoire des États modernes, on s'aperçoit qu'un des principaux buts de la politique linguistique a été celui de la standardisation de la langue. Une étape celle-ci presque nécessaire pour la création d'un État puissant capable d'établir et d'exercer son pouvoir à travers l'utilisation d'une langue intelligible et acceptée, de gré ou de force, par tous ses citoyens, et aussi pour la formation d'une nation ou d'un peuple conscient de sa propre identité. La création d'un standard linguistique était d'une importance capitale aussi pour la nation albanaise, qui, avec un État assez jeune à l'époque et divisé en différentes communautés religieuses, cherchait à s'affirmer comme une entité à part au sein des autres nations balkaniques, ayant comme seul trait distinctif sa propre langue. Comme l'affirme Fichte, ceux qui parlent la même langue sont liés entre eux par la nature même des choses, par une multitude de liens invisibles. Par nature, ils sont un et forment un tout inséparable. Cette conception était aussi celle des écrivains et penseurs nationalistes albanais de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Et ce n'est pas étonnant donc qu'ils ont tant œuvré sur la langue albanaise. Et il faut dire ici, leur plus grand succès fut en 1908 l'unification de l'alphabet de la langue albanaise dans le congrès de Monastir. Mais pour arriver à unifier et puis standardiser la langue albanaise, la seule volonté de ces intellectuels était insuffisante, et la présence d'un État puissant semblait indispensable. Or, depuis l'indépendance en 1912 et jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les gouvernements qui se succédèrent en Albanie, pour des différentes raisons, eurent un pouvoir limité et une vie assez courte, et par conséquent n'ont pas beaucoup pu faire pour atteindre cet objectif. Ainsi, ce devoir historique revit au gouvernement communiste qui, avec Enver Hoxha à sa tête, ce fut peut-être le premier régime qui réussit à établir solidement son pouvoir dans le pays, et cela pendant une période assez longue. Ce régime réussit dans l'espace de quelques décennies, pas seulement à standardiser la langue albanaise, mais aussi à laisser sa marque totalitariste sur elle. Ce qui a été fait en France, comme nous a indiqué Evgeny, pendant plusieurs siècles, en Albanie, ça s'est fait pendant moins de 30 ans, je peux dire. Et on va le voir ici. L'exposé que je vais vous présenter maintenant aura comme but de démontrer comment le régime communiste réussit à standardiser la langue albanaise de façon à ce qu'elle lui sert d'outil de légitimation de son pouvoir et d'uniformisation de la société, ce qui est vital pour tout régime totalitaire. Dans une telle entreprise, comme on va le remarquer, l'aide des linguistes sera fondamentale dans la justification d'un choix qui, en fait, sera complètement arbitraire. Et notamment, ce choix, c'est celui du dialecte qui sera pris comme modèle de la nouvelle langue littéraire nationale, comme on appelait à cette époque-là. En effet, les linguistes albanais, en se conformant à la doctrine stalinienne défendue par le régime en place, vont essayer de démontrer qu'un tel choix, loin d'être arbitraire, c'était le seul, en effet, scientifiquement légitimé. En soumettant toute une communauté scientifique à sa volonté, le régime stalinien albanais a pu se servir du prestige du discours scientifique pour justifier ce choix. Alors, dans la première partie de l'exposé, je serai assez concret, parce qu'en effet, je traiterai des mesures concrètes sur le terrain qui ont été prises pour arriver à normaliser la langue albanaise. Tandis que dans le deuxième, l'accent sera mis sur le discours proprement idéologique et idéologico-scientifique, pour mieux dire, qui a été employé pour la légitimation de cette tâche. Je montrerai comment les linguistes d'État en Albanie, permettez-moi cette expression, même ultérieurement, tout en assimilant dans leur discours les dogmes staliniens, en plaçant ainsi la doctrine d'État au-dessus de leur discours scientifique, ont aidé le gouvernement communiste à atteindre ses buts sur le plan des politiques linguistiques,
en devenant ainsi des instruments très puissants que le régime utilisa pour renforcer son autorité au sein de la société. Et je commence avec la première partie. Selon Bourdieu, une langue officielle, par opposition au dialecte, a bénéficié, et je le cite, a bénéficié de conditions institutionnelles nécessaires à sa codification et à son imposition généralisée. Ainsi, reconnu et connu plus ou moins complètement sur tout le ressort d'une certaine autorité politique, et contribue en retour à renforcer l'autorité qui fonde sa domination. Il assure en effet, entre tous les membres de la communauté linguistique, un minimum de communication, ce qui est la condition de la production économique et même de la domination symbolique. Effectivement, pour les communistes albanais aussi, la création d'une telle langue officielle semblait indispensable pour consolider leur régime. Et pour arriver à cela, ils ont choisi d'élever au rang de langue officielle le dialecte ou le parler qui pouvait mieux exprimer et établir leur pouvoir symbolique sur le pays. Les gouvernements d'avant la Deuxième Guerre mondiale, faute d'un Albanais unifié, permettaient en administration ou en école ou dans la presse l'utilisation de deux variantes de la langue littéraire. La variante Geg, vous pouvez ouvrir la carte et vous pouvez voir ici cette séparation qui est faite par cette ligne ici, et je vais vous expliquer. La variante Geg, ça c'est la carte de l'Albanie, la variante Geg qui était basée sur le dialecte de l'Albanie du Nord, qu'on peut voir, et cultivée et écrite depuis des siècles en grande partie par des écrivains catholiques de la ville de Shkodra, surtout des prêtres, et la variante tosque basée dans le dialecte du Sud, qui depuis le mouvement de renaissance nationale avait connu un élan considérable et que même s'il n'était pas aussi ancien, écrit aussi anciennement que le premier, jouissait de l'avantage de ne pas être confiné à une seule communauté religieuse ou à une seule ville. Avant la guerre, bien qu'une variante linguistique ou l'autre fût utilisée tour à tour plus fréquemment par l'administration et les livres, et les journaux aussi, qui étaient publiés, et les livres étaient publiés dans les deux dialectes. Il faut mentionner aussi le fait que pendant cette période, il y eut aussi des démarches pour créer une langue unifiée sur la base du dialecte d'Elbasan, qui est en Albanie centrale, près du limite linguistique, du limite des dialectes, et que bien qu'il était fondamentalement un dialecte grec, donc appartenait à la zone dialectale du Nord, était en effet un dialecte de l'Albanie centrale et par conséquent théoriquement intelligible par tous les albanophones. Bon. Or, après la guerre, ces démarches ne furent point prises en compte par le nouveau régime des communistes. Après la Deuxième Guerre mondiale, avec la montée au pouvoir des communistes, cette situation changea complètement en faveur de la variante tosque, celle du Sud donc. Jusqu'à ce qu'en 1972, celle-ci fut définitivement prise comme base de la nouvelle langue nationale unifiée. Or, quelles sont ces raisons qui ont fait que le nouveau régime ait choisi le tosque comme base du nouveau standard linguistique? En vérité, elles sont multiples, mais les principales sont, premièrement, comme on peut voir aussi dans la carte, on a des chiffres ici, et ces chiffres indiquent aussi, chaque chiffre correspond à un haut dirigeant communiste de l'époque en Albanie, et comme on peut le remarquer, la majorité écrasante sont nés se trouve dans le sud du pays. Donc, entre 27 qu'il y a, que 6 font partie de l'aréal du Nord. Donc, en effet, le fait que la majorité des dirigeants, la première raison, c'est que la majorité des dirigeants communistes venaient du Sud. Pendant les années 1939-1944, les années de la guerre donc, le futur politique de l'Albanie s'est décidé presque entièrement dans le sud du pays, puisque la résistance formée par le mouvement de libération nationale, qui était un mouvement communiste, et le Front National, qui était un mouvement nationaliste, avaient été créés et avaient leur centre au sud. Les dirigeants du mouvement de libération nationale, qui après accédèrent au pouvoir, étaient des dirigeants
étaient des hommes du Sud. Et leur langue aussi, des ordres militaires et des tracts étaient en tosque, de façon à ce qu'elle puisse être comprise par la population des territoires libérés. Il est alors clair que faute d'existence d'un standard unifié de l'albanais, ces dirigeants qui venaient du Sud ont choisi comme base du nouveau standard linguistique leur variante littéraire. Il y a une deuxième raison qui est l'incompatibilité idéologique du communisme avec le catholicisme, qui a fait que les dirigeants communistes attaquent avec violence toute la littérature geg et la variante linguistique qui la véhiculait. Cette littérature, comme je l'ai déjà mentionné, était formée en majorité par des écrivains catholiques et surtout des prêtres d'une ville particulière dans le nord de l'Albanie, la plus grande ville du nord, le Shkodra, et par conséquent était incompatible avec le communisme. Je veux souligner ici qu'on n'a pas affaire ici avec une littérature complètement religieuse. Non, c'est très ample, mais ses représentants sont surtout des prêtres. Comme nous rappelle aussi le linguiste Ardian Verbiu, et je le cite, la variante littéraire de Shkodra fut attaquée parce qu'elle était considérée comme chair même du langage catholique et par conséquent incompatible et même hostile à l'idéologie communiste qui inspirait les nouvelles élites. Par conséquent, quand les communistes sont montés au pouvoir et ont commencé à mettre en œuvre leur plan à long terme pour la construction d'une Albanie monolithique, la variante littéraire geg perdit peu à peu sa vitalité initiale. Les principaux représentants de la culture catholique geg furent considérés comme des réactionnaires ou des ennemis du peuple, ce qui eut comme conséquence que leurs œuvres soient retirées de la circulation et parfois même éliminées, brûlées. Les centres culturels et religieux des catholiques furent détruits complètement, tandis que les élites religieuses furent emprisonnées ou voire exécutées. Il y a une troisième raison ici, c'est que pendant le mouvement politique et culturel de la Renaissance nationale, lequel forgea l'identité albanaise, la variante linguistique tosque connut un grand élan et fut appréciée par tout le peuple albanais. Car ces écrivains et penseurs appartenaient à de différentes confessions et par conséquent étaient identifiables à toute la population albanaise, tandis que la littérature geg étant formée, avec quelques exceptions, par des catholiques et en plus d'une seule ville, restait inaccessible à la majorité écrasante de la population, même de la population grecque, la population du Nord, qui n'appartenait pas à cette zone sous-dialectale de la ville de Shkodra, et en plus était de religion musulmane. Il y a une quatrième et dernière raison. En imposant plus ou moins leur variante linguistique, et ici on retourne un peu à Bourdieu, comme base de la langue nationale, les dirigeants communistes donnaient ainsi à leur pouvoir politique une justification d'un ordre supérieur. Avec leur puissante propagande, ils faisaient les éloges du tosque comme étant la seule partie de la langue albanaise capable de véhiculer le progrès culturel et politique. Cette politique de glorification du tosque fut accompagnée d'une campagne de dénigrement du geg en qualifiant ce dernier comme une relique du passé féodal, porteur d'une mentalité rétrograde et par conséquent un obstacle à la domination totale du socialisme dans le pays. Mais exactement, quelles étaient les politiques linguistiques que furent prises par le régime communiste ? Un travail organisé et systématique pour la création de l'albanais standard a été fait dès les premières années d'après-guerre, quand la standardisation et l'enrichissement lexical de la langue albanaise s'est posé comme une exigence urgente de la vie politique. Avec une vitesse qui ne peut être caractéristique qu'un État hypercentralisé et totalitaire, et en avançant toujours plus vers la codification, on a rédigé plusieurs guides orthographiques dans les années 49-50, 53-54 et 56, en s'approchant ainsi
toujours plus à la réalisation de l'unification de la langue. Le congrès orthographique du 1953 a donné solution à un tas de problèmes de l'orthographie albanaise. Les guides orthographiques qui ont été rédigés immédiatement après ont plus ou moins codifié et cristallisé les deux variantes littéraires. Et après, un travail intensif dans lequel ont participé linguistes, écrivains, enseignants d'école, etc., on a rédigé le guide orthographique du 1956, lequel tenait en compte les deux variantes littéraires. Après, en 1967, fut publié en forme de projet le premier guide orthographique qui faisait l'unification définitive et totale de la langue albanaise en prenant comme base fondamentale la variante tosque. Mais ce fut qu'en novembre du 1972 que le congrès orthographique sanctionna définitivement la création du standard linguistique albanais en s'appuyant presque entièrement sur les solutions données par le guide orthographique du 1967 et en accomplissant ainsi le devoir qui avait été assigné par le parti. Les académiciens albanais qui ont défini l'unification de la langue albanaise cherchaient à montrer cela comme une évolution naturelle de la langue, et ça à travers les phases successives que nous avons mentionnées antérieurement. Or, en réalité, sur le terrain, la planification menée par le régime était beaucoup plus violente. Comme nous raconte le linguiste Ardian Vebio, en 1972, quand le congrès orthographique fut réuni, le gag littéraire était désormais à son dernier souffle de vie. N'étant pas étudié dans les écoles, pas codifié dans des livres de grammaire et des dictionnaires, privé de ces contextes publics naturels où il pouvait se développer, il ne représentait pratiquement plus aucun problème pour les élites totalitaires tosques. Et en effet, immédiatement après la guerre, les communistes ont fait savoir leur volonté d'imposer la variante tosque comme base pour la nouvelle langue unifiée. Les faits nous montrent assez bien qu'en 1951, le ministère de l'Instruction publique a pris la décision que l'enseignement dans les écoles élémentaires du nord du pays soit donné entièrement en tosque. Tandis qu'en 1954, le GEG commença à être supprimé même de la presse. Mais dans leur plan pour l'homogénéisation de l'Albanie, les dirigeants communistes ne pouvaient pas ne pas attaquer aussi les principaux représentants de la littérature GEG. Ainsi, dès le 1945 jusqu'à le 1972, la politique linguistique en Albanie, en éliminant totalement la littérature GEG, dépouilla cette partie de la langue albanaise de son prestige, en faisant presque que la population albanaise ait honte de sa propre variante littéraire et de son propre dialecte. Et ça, c'était la première phase, la première partie que je vous ai montrée, c'était la politique linguistique concrète. Maintenant, comme je vous l'ai déjà mentionné dans l'introduction de cet exposé, une série de justifications d'ordre idéologico-scientifique ont été employées pour légitimer cette standardisation forcée. Les linguistes qui ont été les artisans de cette normalisation étaient bien des fidèles du régime en place. Et pour cette raison, leur discours s'accordait à celui du parti et de la doctrine stalinienne en vigueur. C'est pour ce motif que c'étaient les thèses de Staline sur la linguistique, celles qui ont guidé les linguistes albanais dans leur tâche pour l'application de la politique linguistique de l'État. Permettez-moi alors de faire une courte analyse de ce discours en le comparant à celui stalinien pour pouvoir mieux comprendre dans quel degré la doctrine a influencé le discours scientifique des linguistes albanais. Une des critiques qui a été adressée par les linguistes staliniens
à l'œuvre de Nicolas Marr en URSS, c'était, il faut dire, je ouvre une parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Marr, c'était le mouvement, disons, linguistique le plus en vogue dans les années 30 en URSS. Ah oui, il est demi-géorgien, demi-écossais, si je ne me trompe pas, non? Oui, 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 je crois. Écossais? Demi-écossais? Oui, oui. Une des critiques, je retourne, une des critiques qui a été adressée par les linguistes staliniens au marisme en URSS, c'était en effet que sa théorie ne servait pas beaucoup pour les problèmes linguistiques que le régime trouvait sur le terrain. Pour le dire autrement, cette théorie n'aidait pas à la planification linguistique qui servait au gouvernement soviétique. Nicolas Marr, en effet, ne se penchait pas du tout sur la question de la planification linguistique, ce qui rendait sa théorie tout à fait inutile pour le régime. C'est pour cette raison qu'il fallait que cette théorie soit substituée par une autre. Et de cela se chargea en premier plan Staline lui-même, dans son article apparu sur la Pravda en 1950, le marxisme et les problèmes de linguistique. Bon, il est évident ici que je n'ai aucune intention de traiter cet article profondément ou les critiques que les linguistes staliniens ou Staline lui-même adressaient à l'œuvre de Marx. Mais je voudrais juste souligner que de même que la linguistique stalinienne critiquait celle mariste pour cette passivité concernant les politiques linguistiques, de la même façon, je voudrais faire une analogie ici, de la même façon, les linguistes albanais et surtout l'idéologue de la standardisation de la langue albanaise, Androkli Kostallari, critiquaient farouchement ce qu'il appelait, et je le cite, les attitudes sceptiques et pessimistes concernant la possibilité d'une langue littéraire albanaise unique. Et comme il nous le raconte, ces attitudes se sont incorporées, entre autres, aussi dans la théorie de l'attente infinie, en laissant ainsi à l'histoire décider jusqu'à la fusion totale des dialectes. Ces conceptions étaient répandues chez nous avant la libération, mais elles sont apparues ci et là, même dans les premières années d'après-guerre, surtout pendant la deuxième conférence linguistique en 1952, où elles sont apparues comme un anachronisme. La nouvelle science albanaise s'est depuis longtemps délivrée d'elle, en s'appropriant et en appliquant toujours plus profondément la méthodologie matérialiste et historique. Fin de la citation. Comme on peut le remarquer, toute conception qui pouvait freiner la politique linguistique du régime était considérée par les linguistes, comme on l'a vu, comme dépassée, et voire même petite bourgeoise ou réactionnaire, en étant ainsi complètement écartée de la science linguistique albanaise, qui désormais n'acceptait que la méthodologie matérialiste historique. Or, quelles sont les idées que la linguistique albanaise avait concernant cette standardisation de la langue? Comme je l'ai déjà mentionné plus haut, tel que le régime albanais était profondément stalinien, aussi la linguistique albanaise s'efforçait à intégrer dans son sein les idées de la linguistique stalinienne pour justifier sa politique linguistique. L'analogie entre l'idée de la dialectique entre les langues que soutenait Staline et celle entre les deux dialectes principaux de la langue albanaise qui devaient contribuer à la création de la langue littéraire unifiée est assez claire. Ainsi, Staline affirmait que la dictature du prolétariat mènerait les peuples à la création, et je le cite, d'une langue commune au moment où le prolétariat triomphera dans le monde entier et où le socialisme entrera dans les mœurs. Voilà précisément où est l'essence dialectique de la conception léniniste du problème des cultures nationales. Fin de la citation. Et il est évident ici que même si formellement Staline
soutenait d'ailleurs, tel que le faisait Lénine avant lui, l'épanouissement des langues nationales en URSS, il se tâchait aussi de pousser en avant la dictature du prolétariat et de contribuer à cette fusion en une seule langue commune à travers la favorisation de l'implantation des colons russes dans les autres États de l'URSS, la généralisation de l'utilisation de la langue russe comme langue de l'administration et du travail, mais aussi la déportation de masse en Sibérie pour des populations entières qui n'approuvaient pas cette politique. De la même manière, la linguistique albanaise soutenait que cette dialectique qui mènerait à un mélange ou à une fusion entre les deux dialectes et à la formation ainsi de la nouvelle langue littéraire nationale était une tendance naturelle de l'évolution de la langue albanaise qui, depuis la Renaissance nationale, qui existait depuis l'époque de la Renaissance nationale. Mais une tendance celle-ci qu'il devait tout de même se charger de donner un coup de pouce. Cela nous le montre très clairement dans le rapport principal du congrès définitif qui sanctionna la langue albanaise, le congrès du 1962. Androkli Kostallari lui-même, que j'ai déjà cité comme l'idéologue, et qui affirme, je le cite, « Notre société, dirigée par la conception matérialiste historique, s'est efforcée que son influence subjective sur la langue réponde aux tendances objectives du développement de sa structure. Dans le cas contraire, cette influence ne faciliterait pas, mais au contraire empêcherait le processus de la langue. C'est exactement pour cette raison que notre société, immédiatement après la guerre, fit de la question de la langue littéraire le problème principal de la linguistique albanaise. Il s'est fixé comme tâche, et il souligne ça dans son exposé, de découvrir les lois et les tendances objectives de l'évolution de la langue littéraire, qui sont étroitement liées avec le développement même de la société, avec le but, et il souligne ça aussi, d'accélérer les rythmes d'effectuation de ces lois. Fin de la citation. Comme on peut bien le remarquer ici, le but était celui de pousser le plus possible ce qui était désormais devenu une évidence, et donc la suprématie de la variante littéraire du Sud, qui depuis la fin de la guerre s'était imposée comme la seule variante linguistique et littéraire socialement valide. Cela en faisant que le subjectif et l'objectif se fondent dans une dialectique qui mènerait à l'effectuation accélérée de cette tendance évolutionnaire naturelle de la langue. Tendance objective de la langue, je parle, et subjectif des linguistes eux-mêmes et de la population même pour pousser en avant cela. Ces buts, la linguistique albanaise se l'était désignée depuis ses débuts, et rien ne pouvait l'empêcher dans sa route pour les réaliser. Ainsi, dès le 28 janvier 1947, le chef de la section de langue et littérature albanaise dans l'Institut des études s'exprimait ainsi. Je le cite, langue littéraire nationale commune doit être celle des masses qui représentent la partie la plus progressive de notre pays. La route que notre peuple a entreprise avec sa guerre doit être la route que doit suivre aussi la langue dans son développement. Le développement de la langue dans une autre direction ou dans une direction contraire n'est pas possible. Ceci est le critère sain que nous devons toujours tenir en compte dans notre travail. Fin de la citation. Bon, il est évident que 2 ans après la fin de la guerre et l'arrivée au pouvoir des communistes, il est facile aussi de comprendre quelles étaient ces masses qui représentaient la partie la plus progressive du pays. Les scientifiques albanais dans le terrain recueillaient des données empiriques qui avaient dès le début comme but, donc qui visait à démontrer que la population de la partie méridionale du pays était celle plus cultivée, et que pour cette raison, que dans la dialectique de la création de la langue littéraire nationale,
le tosque était plus représenté que son équivalent septentrional. Des statistiques officielles montraient comment, après la guerre, le sud du pays avait un nombre sensiblement plus grand de personnes scolarisées que le nord. En effet, les linguistes et instituteurs albanais qui ont donné la base théorique à la standardisation de la langue albanaise en Albanie cherchaient en général à concilier les directives de la politique linguistique officielle du régime totalitaire de Tirana avec les résultats et des analyses linguistiques et sociolinguistiques. Et je cite ici Adrian Verbio, ils avaient comme but de prouver qu'après le 1945, la politique linguistique en Albanie avait suivi et même aidé les tendances naturelles évolutionnaires de l'albanais écrit. Fin de la citation. Une telle évolution de la langue albanaise visait à être dialectique. Et je vous invite ici de tourner la page et évidemment, je vais vous expliquer cela. Le rapport, une telle évolution visait, comme je l'ai dit, à être dialectique. Le rapport entre les dialectes n'était pas une simple fusion où les deux côtés participeraient dans la même mesure dans la création de la langue littéraire nationale. Bien au contraire, comme on peut le remarquer, une partie s'impose à l'autre et ne prend de celle-ci que ce que lui faut pour s'élever à un stade supérieur, donc à celui de langue littéraire nationale. Cette conception, il faut le dire, est très proche de celle que Staline se fait de la dialectique qui est en acte pendant le croisement des langues. Et pour le citer, je cite Staline ici dans son article de la Pravda, il serait absolument faux de croire que le croisement de deux langues, par exemple, en produit une nouvelle, une troisième, qui ne ressemble à aucune des deux langues croisées et qui se distingue qualitativement de chacune d'elles. En réalité, l'une des deux langues sort généralement victorieuse du croisement, conserve son système grammatical, conserve le fond essentiel de son vocabulaire et continue d'évoluer suivant les lois internes de son développement. Tandis que l'autre langue perd peu à peu sa qualité et s'éteint graduellement. Par conséquent, le croisement ne produit pas une langue nouvelle, une troisième langue, mais conserve l'une des langues, son système grammatical et le fond essentiel de son vocabulaire, et lui permet ainsi d'évoluer suivant son développement. Il est vrai qu'il se produit alors un certain enrichissement du vocabulaire de la langue victorieuse aux dépenses de la langue vaincue. Mais cela, loin de l'affaiblir, la fortifie. Seule différence avec le cas albanais ici, c'est que ce croisement dont nous parle Staline ne se déroulait pas sur le plan de deux langues, mais se déroulait sur le plan dialectal. La nouvelle langue littéraire albanaise devait ressortir de cette dialectique, devait avoir comme base, dans sa base, le dialecte victorieux, ou la langue ou la variante littéraire victorieuse, qui, tout en conservant sa grammaire et ses lois internes au détriment de celui du dialecte ou de la langue perdante, devait nourrir ici du fond lexical de ce dernier. Et il faut souligner ici que c'est ce que s'est passé en Albanie. En effet, toute la grammaire typique de la variante littéraire du Nord, qui est caractérisée par exemple par l'existence de l'infinitif ou une certaine nasalité dans les voyelles, etc., disparaît complètement dans la langue littéraire unifiée. Mais, par contre, un grand nombre de locutions d'origine gègue du Nord entrent dans le standard linguistique sanctionné en 1962. Mais avant d'y accéder, leur prononciation est soigneusement tosquisée par les linguistes officiels. Cette dialectique linguistique d'origine stalinienne que j'ai à peine exposée nous est présentée aussi par Androkli Kostallari qui nous montre à travers ce diagramme
comment deux cercles, l'un à droite et l'autre à gauche, indiquant respectivement celui à droite la variante linguistique du nord et celui du sud, et celui de gauche la variante linguistique du sud, entrent en contact dans un cercle plus grand qui forme la langue littéraire nationale. Comme on peut le remarquer, le cercle à gauche, qui représente le tosque, en constitue une portion plus significative que son antithèse. Même si dans ce diagramme, aussi la variante Gheg occupe un espace considérable, même si moindre que son analogue, son antithèse, en effet, dans la réalité, la proportion de ceci est beaucoup moindre et se limite presque que dans l'apport lexical, donc dans les locutions, dans les mots. Comme je l'ai démontré, dans cette dernière partie de mon exposé, la linguistique albanaise, pendant l'époque communiste, intégrait dans son discours les enseignements de la doctrine stalinienne que le régime communiste en Albanie a défendu jusqu'à sa fin, tout en essayant de mettre en pratique les politiques linguistiques de ce régime, de ce dernier régime. En effet, ce régime s'est servi du pouvoir que le discours scientifique a de nous prescrire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, pour nous convaincre de la justesse d'un choix qui, au fond, c'était tout à fait arbitraire. Cela, il le fit en assujettissant toute la communauté scientifique à sa doctrine et à sa volonté. Le fait que les scientifiques utilisent un discours d'origine idéologique, et car tout autre discours ou toute autre hypothèse qui pourrait le contredire, nous démontre assez bien, je pense, ici, qu'ils ont accepté la primauté du discours idéologique et politique sur le leur, donc sur le discours de leur profession. Dans un pays totalitaire, c'est le régime, il faut dire que c'est le régime qui contrôle l'entrée à la communauté scientifique et donc au discours scientifique. Pour accéder au discours scientifique, il faut préalablement qu'on ait passé par l'endoctrinement qui est assuré par le parti et par l'école. Ou à l'inverse, si on veut garder son poste de scientifique reconnu, il faut bien accepter le discours de la doctrine et la volonté du régime. Ça, c'est clair. Ceci est donc le pourquoi les affirmations de la doctrine ou les choix du parti doivent être impérativement justifiés comme scientifiques. On peut dire qu'à travers cette standardisation de la langue albanaise, les linguistes albanais ont considérablement contribué à la domination symbolique de l'élite communiste sur la population. Et je voudrais souligner ici que cette domination ici, elle est double, car on n'a pas seulement affaire avec la langue du pouvoir, mais aussi, cela d'après moi est typiquement totalitaire, mais aussi avec la langue d'un pouvoir qui en plus est scientifiquement légitimé. Sont ces scientifiques qui ont soumis leur profession au pouvoir politique en place, en sacrifiant ainsi leur discours qui jouit d'une grande reconnaissance sociale. Il est sûr que rien ne serait tel qu'on le connaît aujourd'hui. Sans leur acceptation active de l'idéologie et leur apport concret dans la réalisation des politiques linguistiques que le régime soutenait, on ne serait pas arrivé au stade où même le dictateur Enver Hoxha avoua que, et je le cite, « L'Albanie n'est désormais plus celle d'avant, ni sa langue, ni son régime, ni sa politique et ni son idéologie. » Merci. Merci beaucoup.